Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour sur les questions que vous m'avez posées en story sur Instagram après la magnifique et incroyable défaite, l'humiliation du Barça face au Real. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. De base, je devais sortir la vidéo hier, c'est ce que j'avais dit, mais j'étais pas forcément dans de bonnes conditions pour le faire, vous vous en doutez bien, donc c'était un peu compliqué. Déjà, ma vidéo débrief, tout ça était un peu compliqué, genre... C'était pas dans de bonnes conditions, j'aurais peut-être pas dû la faire en fait. J'aurais peut-être pas dû la faire, j'étais peut-être un peu trop cru dans mes paroles, j'en sais rien. C'est pas bon, c'est un mauvais mood tout ça, c'était pas... on n'était pas bien pour faire un débrief de qualité. Je suis peut-être pas encore prêt pour ce genre d'humiliation, pour débriefer ce genre d'humiliation là. Donc bref, maintenant que c'est passé, on va quand même revenir un peu à froid, à tête reposée sur les questions. On va essayer il y a beaucoup de questions, mine de rien, il y en a peut-être une centaine. Je vais pas tout prendre, vous connaissez bien l'histoire. Je vais essayer de prendre un max de questions, les gars. Je pense que la vidéo elle va être assez longue, et pour ceux qui aiment pas les vidéos longues, ça va être compliqué pour vous, mais vous allez sûrement pas la regarder. Mais bref, on va commencer tout de suite. On commence par Moez Ben qui était au stade. C'est malheureusement pour lui, j'ai envie de dire heureusement, mais c'est dommage. Tu as assisté à une très grande humiliation, frérot, mais que veux-tu, c'est comme ça. Donc la question, Rafinha a-t-il déjà toucher le ballon avec son pied droit? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Est-ce que Rafinha a déjà touché et a fait quelque chose de bien avec le ballon? C'est ça l'autre question. Non, franchement, je sais pas. Je sais pas s'il a touché le ballon avec son pied droit. Je sais pas ce qu'il fait Rafinha, mais c'est sûr que ce match-là, il était assez compliqué pour lui. Il a été assez inexistant, hein. Je veux dire, on attend d'un joueur quand même en attaque qui fasse un minimum des différences. Voilà, chacun a son rôle, chacun a son profil sur le terrain, mais c'est vrai que Rafinha, Rafinha, c'est assez difficile pour lui parce qu'il doit remplacer Dembélé, on va dire. Le problème de Rafinha, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mon avis n'a pas changé là-dessus. Bon, Rafinha, il peut apporter des choses, mais Rafinha est un profil d'ailier qui rentre dans l'axe et il lui faut un latéral droit qui monte, évidemment, pour lui apporter du soutien. Si ce n'est pas le cas, on peut pas attendre de Rafinha qu'il soit vraiment excellent dans le rôle que peut avoir Dembélé, c'est-à-dire de coller la ligne et de faire des différences à lui tout seul. Rafinha ne sait pas faire ça, il ne peut pas le faire, il n'a pas les capacités pour le faire, il n'a pas les qualités. Voilà, ce n'est pas un joueur comme ça. Donc il lui faut un latéral droit qui est offensif et qui monte à ses côtés, qui apporte son soutien, qui dédouble tout ça. Voilà, si c'est pas le cas, pour lui ça devient beaucoup plus compliqué. C'est comme ça, vous allez me dire ouais mais c'est pas normal, il est bien censé. Ouais, je sais, je suis d'accord avec vous, hein. Je dis pas que c'est normal que s'il y a pas un mec qui vient l'aider, il soit pas foutu de faire un truc au moins dans le match, tu vois. C'est ça. Mais c'est la triste réalité, c'est comme ça. C'est comme quand Rafinha il avait joué contre le Bayern, il avait joué à gauche, il avait été cataclysmique à gauche. Moi je me dis un ailier qui joue, ok il est gaucher, il aime bien entrer dans l'axe, c'est plus naturel pour lui de jouer à droite. Tu peux pas sortir un match où d'un coup tu ne sais plus jouer au foot parce que d'un coup tu joues à gauche, tu vois. Un joueur de foot c'est un minimum, frère, tu sais jouer à peu près partout. Enfin forcément tu n'étais pas gardien de but, tu vas pas jouer attaquant, mais si t'es joueur qui joue à gauche, si tu joues à droite, tu peux pas être aussi mauvais, d'un coup devenir aussi mauvais à droite, tu vois, en étant bon à gauche, tu vois. Enfin c'est pas normal. Donc il y a des choses comme ça qui sont pas normales, mais c'est la triste réalité, c'est les joueurs que nous avons. Ensuite on a Rio le sang qui dit est-ce que on pourrait faire taire ceux qui réclament la démission de Xavi juste parce qu'on a perdu le Classico? Oui, mais après c'est la culture de l'instant, frérot. C'est comme ça. Xavi, il avait eu un peu de répit quand il a gagné les derniers Classicos, les 3 derniers Classicos d'avant, évidemment, et le 4e, le dernier, enfin le 5e, on va dire, il a perdu le premier Classico de la saison et le dernier. Entre temps, il en a gagné 3. Il a gagné 3 sur 5, 2 défaites. Mais voilà, que vont retenir les faux supporters? tu le sais très bien. Question de Chris, il dit pourquoi Lewandowski veut se prendre pour un meneur? Bah c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. C'est ça le problème, c'est ça toujours le problème. Lewandowski, c'est ce que je disais dans l'avant-match en live, je disais que Lewandowski, il redescend souvent pour aider au milieu de terrain, pour apporter sa qualité de meneur de jeu un peu, pour orienter le jeu, tout ça. Il le fait, même si des fois dans le match, il a mis une plombe, des fois à prendre des décisions, il avait le ballon, il faisait des feintes de je sais pas quoi, il gardait le ballon pendant une demi-heure, je comprenais pas trop. Mais en soi, c'est toujours intéressant quand il redescend, mais le problème c'est que quand il redescend, il y a personne en attaque. Alors, le problème de Lewandowski, il redescend pour faire le jeu, ok, mais qui est en attaque après? Il redescend, imaginons. Il oriente le jeu sur Rafinha qui va centrer. Rafinha, il centre pour qui? Pour Xavi.
pour Kessie, pour Roberto, des mecs qui sont... Mais Gavi, frère, il fait 1m20, c'est pas sur lui qu'il faut centrer, c'est sur Lewandowski. Donc si Lewandowski il redescend pour apporter sa qualité au milieu de terrain, il faut qu'il se projette quand même assez rapidement après dans la surface pour y être, sinon c'est compliqué. L'attaquant, il peut pas être au milieu de terrain et en attaque, tu vois. Messi le faisait avant, mais Messi a pas le profil, il était pas à la retombée des centres pour essayer de mettre des têtes ou des quoi si on faisait des centres, tu vois. C'était pas à lui de faire ça. Lui, il menait le jeu, tu vois, en faux neuf. Numéro 10, tu vois, comme ça. Enfin bref, c'est pourquoi Lewandowski il se prend pour un meneur, c'est parce qu'il n'y a pas Pedri, tout simplement. Manque Pedri, ça manque de qualité de meneur de jeu, on va dire, au milieu de terrain. Donc qu'est-ce que Lewandowski fait? Il redescend. Sauf que le problème, c'est que personne prend sa place en attaque. Ensuite, on a Diakité qui dit le retour de De Jong prévu pour quelle date? Alors apparemment c'est retour de Jong, c'est prévu pour contre Getafe. Alors je sais plus à quel moment c'est, mais ce sera pas encore pour le moment. Pedri non plus, hein, Getafe aussi, Dembélé c'est plus tard et Christensen c'est encore après Dembélé. Voilà, c'est tout. On avait dit Pedri, là il y a vraiment des questions quand même à se poser sur les médecins, mais est-ce qu'ils ont menti exprès pour tu vois, pour essayer de positiver le truc, j'en sais rien, mais Dembélé ça devait être 6 semaines, Pedri ça devait être 4 semaines, et finalement Pedri c'est 2 mois et Dembélé ça va être 3 mois, quoi. Donc les créneaux sont pas spécialement respectés, enfin les délais. Il y a un problème un peu avec ça quand même, je sais pas, c'est assez bizarre. Ensuite, question de Kelly B. Jordan qui dit comment expliquer cette lourde défaite. Comment l'expliquer? Bah écoutez, je pense que c'est assez clair de toute façon. Je pense qu'on sait les derniers résultats, les dernières semaines, c'était un peu de la poudre aux yeux, on peut dire. Alors ce n'est pas un retournement de veste ou quoi, c'est juste la réalité qui est comme ça. On a une équipe qui est capable d'avoir des résultats, ça c'est clair. On a une équipe qui est capable d'aller chercher la Liga, oui, c'est assez évident. Dans les moments clés, de toute façon, cette saison, on l'a bien vu. Ce match-là, du Classico, il me fait penser au match contre Francfort de la saison dernière, où on se fait humilier à domicile avec, avec tout ce qui s'est passé autour avec les supporters et tout ça. Ça, c'est encore une autre histoire, mais dans le match, en termes de football, je veux dire, on a totalement lâché dans le match, c'était assez incroyable. Il fait penser aussi au match contre l'Inter. Contre l'Inter cette saison-là, de cette saison, ça fait penser au match contre l'Inter à domicile, où t'as l'équipe qui stresse de fou, alors qu'on menait au score, par exemple, tu vois. Bon, ce qui n'était pas le cas dans le Classico, mais bon, bref. Et ça fait penser aussi au match contre le Bayern. Ça fait penser au match contre le Bayern, le match aller, par exemple, où la première mi-temps, tu maîtrises quand même le match, mine de rien, et puis après, au final, t'arrives pas à finir tes actions. Comme d'habitude, ça, c'est le grand mal du Barça cette saison, c'est qu'on n'est pas du tout efficace, on a personne devant pour vraiment être efficace, surtout dans les gros matchs où Lewandowski est quand même absent, mais ça, on fera les comptes quand même en fin de saison. Moi, j'avais pas envie de tomber sur Lewandowski, j'avais pas envie de tomber sur le truc de dans les gros matchs, il est complètement absent, mais bon, ça, on fera je pense qu'on peut déjà faire le bilan, parce qu'il y a le dernier gros match qui reste, c'est contre l'Atlético Madrid. Après voilà, donc on peut déjà faire le bilan de savoir si Lewandowski a vraiment foiré ses grands matchs. Je pense que oui, de toute façon, quand on regarde les matchs du Bayern, quand on regarde les Classicos, il a été bon en Supercoupe d'Espagne où il a marqué un but et il a fait une passe décisive. Puis après voilà, contre l'Inter, le 3-3, il avait marqué quand même, mais il s'est réveillé en fin de match. Mais le problème, voilà, c'est qu'on met beaucoup de pression sur Lewandowski, c'est lui le sauveur de l'équipe, c'est comme ça qu'il a été présenté aussi. Le problème, c'est ça, c'est comme ça qu'il a été présenté aux supporters. C'est un peu ça, c'est un peu moi j'étais à la présentation de Lewandowski, les amis, et quand on a présenté Lewandowski, on sentait chez les supporters un élan tu vois, de renouveau. C'est bien, il y a Lewandowski qui arrive, Messi était parti, il y avait personne comme ça devant en attaque qui était le leader de l'équipe. On avait Memphis, les gars, donc voilà, c'est compliqué. Après on a eu Braithwaite, donc tu veux faire quoi, tu vois, en attaque. Après il y avait Aubameyang, je veux bien, mais c'est pas un joueur, tu vois. Aubameyang c'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va leader un projet comme ça. C'est pas un, tu vois ce que je veux dire, pas Lewandowski, c'est pas Messi, c'est pas ce genre de joueur là. Donc on a Lewandowski qui arrive en sauveur, qui est présenté comme tel avec le club, voilà, le Lewandowski qui arrive, tu vois. Le problème, c'est que les supporters, on se dit, bah voilà, c'est bon, il y a Lewandowski, il va porter l'équipe, tu vois. Et c'est un peu le rôle qu'il a aussi. Le rôle qu'il a eu, voilà, de leader les jeunes, tout ça, de les guider, de les accompagner, tout ça, leur donner des conseils. Et le problème, c'est que sur le terrain, Lewandowski, c'est pas Messi. Du tout. Pas du tout. Ça, c'est pas nouveau, je veux dire. On savait très bien avant, mais Messi, il faisait tout dans le jeu. Il faisait les passes, il faisait le jeu, il faisait les buts, il faisait tout. Il faisait tout ce qui est possible de faire dans le football, sauf évidemment être gardien, revenir tacler en défense, ça c'était Griezmann. Mais Lewandowski, le problème c'est qu'il peut pas faire le jeu, c'est pas un playmaker, tu vois. On le voit très bien quand il redescend au milieu, c'est pas un mec qui est à l'aise, c'est pas un mec qui va dribbler, qui va être au milieu, qui va être en attaque, qui va être partout. Ça reste Lewandowski, ça reste un excellent buteur, mais il faut qu'il reste dans son rôle de vraiment buteur. Si on avait un mec vraiment constant
comme Pedri par exemple, qui fait le jeu au milieu de terrain, on n'aurait pas besoin de Lewandowski redescendre et Lewandowski on l'aurait dans la surface. Et ça serait peut-être un peu mieux quand même, je veux dire. Ça serait assez logique. Donc cette lourde défaite, elle s'explique aussi d'un côté par les absents, elle s'explique par plein de choses. Après, il y en a certains qui vont me dire oui, c'est des excuses bidons, comme, enfin bon, il y a beaucoup de supporters du Real qui sont arrivés sous la vidéo bizarrement, qui ont apparu. Ils étaient pas là dans les derniers matchs, mais là ils sont arrivés évidemment. Je connais, hein, c'est assez normal j'imagine. Et les absents évidemment nous ont manqué dans un moment crucial, encore une fois, comme je l'ai dit, dans chaque moment crucial de la saison, en début de saison en octobre, quand on a eu besoin de tout le monde pour jouer la Ligue des Champions, pour essayer de sortir des phases de poule, on n'est pas foutu de faire. Il manquait la moitié de l'équipe, il manquait des joueurs décisifs, importants. Encore une fois, c'est le cas à ce moment-là. On arrive à un moment où c'est le dernier moment vraiment crucial de la saison pour aller en finale de Coupe d'Espagne, tu vois, parce qu'en soi, le championnat, ok, on a de l'avance et il y a le temps, t'as des marges d'erreur, on va dire. Là, regardez la Coupe d'Espagne, les gars, on l'a gagné au match aller, on a gagné le match 1-0, c'était quand même très limite, on a posé le bus, on a vu un match quand même très compliqué, un Barça qui maîtrisait pas du tout le match, et au match retour, c'est la dure réalité qui nous rattrape, c'est tout, c'est comme ça. L'équipe, elle est pas prête à jouer tous les tableaux, ça on l'a déjà dit, je veux dire, on l'a déjà dit en début de saison, on l'a déjà dit quand on a été éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Ligue Europa, là, donc ça n'a pas changé entre temps, ça n'a pas changé. Après là, vous allez me dire oui, mais il restait que une demi-finale de Coupe d'Espagne, je sais bien, mais vois sur toute la saison, quand on regarde toute la saison comme ça, qu'est-ce qui saute aux yeux, c'est que quand tu manques de quelques joueurs qui sont vraiment tes joueurs titulaires, des joueurs importants de l'équipe, et ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, Larry. Ben ouais, tu te fais ouvrir parce que tu n'es pas prêt, parce que les joueurs sur le banc ne sont pas au niveau, concrètement. Les joueurs sur le banc ne sont pas au niveau pour faire des différences, pour gagner des matchs comme ça. Marcos Alonso, voilà, c'est un joueur de banc. Est-ce qu'il a fait du bien à cette équipe en l'absence de Christensen? Non. Est-ce que Sergio Roberto a fait du bien en l'absence de Frenkie? Non. Kessié, je veux pas lui tomber dessus parce qu'il a fait une excellente première mi-temps. Peut-être sa première mi-temps et c'est son plus beau match qu'il a fait au Barça, ou un de ses plus gros matchs. Donc j'ai pas forcément envie de lui tomber dessus, mais concrètement, Kessié, Pedri, je veux dire, tu vois, parce que Kessié avait le rôle de Pedri, donc si tu fais poste par poste, tu mets Pedri à la place de Kessié, ça t'apporte quand même plus d'avoir un Pedri. Rafinha à la place de Dembélé, voilà, il y a pas photo. Donc voilà, t'as des joueurs comme ça qui, en l'absence de notes, qui peuvent pas élever le niveau. Puis après, quand t'as les remplaçants des remplaçants, par exemple quand t'as Ansu Fati qui rentre, quand t'as Ferran Torres qui rentre à la place de Rafinha, ils apportent rien de plus. Ils apportent rien de plus parce qu'ils n'ont pas la capacité d'apporter plus. Donc t'as un banc très faible. T'as un banc très faible et t'as une équipe type qui est très fragile aussi. Parce que se blesser tous les 2 mois et être indisponible pendant autant de temps. Après Dembélé, on a l'habitude, je veux dire, moi Dembélé, hein, j'aime bien, il est marrant et tout ça, et puis ça reste un joueur avec des grandes qualités. Mais les gars, est-ce qu'on peut dire qu'il a été joueur du Barça dans sa carrière? C'est quand même fou, il a été absent la moitié du temps. Combien de matchs il a joué, le ratio de matchs qu'il a joué par rapport à ses blessures? On était tranquille avec ses blessures depuis qu'il était un peu redevenu un peu sérieux, qu'il s'y était mis vraiment depuis fin Koeman, début Xavi, là, c'était bien, tu vois. Puis là, rechute, après c'est peut-être pas de sa faute, mais en attendant, ça reste un joueur très fragile, sur qui on ne peut pas compter au final. Tu peux pas compter sur Dembélé. La saison prochaine, tu te dis, on va construire un effectif de qualité. Ouais, voilà. Et tu vas dire, bon, on aura Dembélé à droite. Ben non, t'auras pas Dembélé à droite. Est-ce qu'on aura Pedri même? Je sais pas. Ça dépend si on a des milieux de qualité, qu'on peut vraiment faire des rotations sans que Pedri, tu sois obligé de le mettre, parce que si tu enlèves Pedri, t'as plus de création. Il faut un joueur comme ça à la place de Pedri aussi qui t'apporte la création. On va me parler de Pablo Torre, les gars, mais Pablo Torre, c'est un joueur de division 3. Dire Pablo Torre, c'est un joueur qui a du potentiel, mais pour l'instant, à l'instant T, c'est pas un mec qui va t'apporter autant de Pedri. Faudrait qu'il y ait un mec sur le banc, tu vois, tu mets ce gars-là à la place de Pedri, tu vois pas forcément la différence. Évidemment, tu vois la différence parce que Pedri est excellent. Mais un mec qui t'apporte quand même de la créativité, quand même quelque chose, tu vois, en l'absence de Pedri. Là, il y a personne. T'es obligé de mettre Pedri tout le temps parce que sinon, t'as rien sur le terrain. C'est triste. C'est triste, forcément. Dembélé, c'est pareil. Si tu l'enlèves, t'as pas de vitesse, donc t'es obligé de mettre Dembélé. Lewandowski, tu mets qui à la place de Lewandowski en attaque? Je sais, la prochaine question, ça parle d'Aubameyang. Vous allez me dire, ouais, mais on n'aurait jamais dû faire partir Aubameyang. Je le sais bien, les gars, mais ce n'est pas le débat. On l'a pas, Aubameyang, il est pas là, donc dans tous les cas, on n'aurait pas dû faire partir Aubameyang, mais on l'a fait partir. C'est comme ça. Donc bref, je vais passer à la question suivante. Qu'est-ce que Lewandowski apporte qu'Aubameyang ne pourrait pas faire? Quand même pas mal de choses, frérot. Pas mal de choses. J'adore Aubameyang, il est très fort, mais quand même, c'est Lewandowski, frère. Ensuite, on a Babsny qui dit, tu penses qu'on peut perdre
cette Liga, évidemment qu'on peut la perdre si on perd tous les matchs d'affilée, les gars, mais ça c'est un... J'arrive pas trop à saisir le truc. Faut pas commencer à avoir peur. Je veux pas te tomber dessus à toi, Babsni, hein. C'est pas spécialement à toi, mais j'ai vu beaucoup de trucs comme ça sur les réseaux sociaux aussi, de supporters qui commencent à flipper, à se dire on va perdre la Liga, imaginez on perd. Les gars, on a 12 points d'avance, l'équipe elle est pas catastrophique. Le Classico, il s'est mal passé, évidemment, on a subi une humiliation totale à domicile, ok, mais ça veut pas dire qu'on va perdre tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison. On a quand même les capacités d'aller chercher cette Liga encore. Après, évidemment, si l'équipe elle sombre complètement, si on a tous les blessés, on est obligé de jouer avec le Barça B, ça va être compliqué, oui, ça c'est clair. On n'est pas à l'abri, vous allez me dire, peut-être que c'est possible que d'un coup tout le monde se blesse, vu la tronche de l'équipe. Mais en soi, oui, c'est possible, mais je pense pas que ça va arriver. Après, voilà, hein, franchement, je vais arrêter de parler parce que des fois je dis des trucs. Question de Moesben ensuite qui dit Kessié Trottine pour revenir défendre lors du premier but du Real, on en parle. Bon, je me souviens pas trop bien. Le premier but, frérot, c'est la contre-attaque, il y avait plus personne, donc ça me paraît compliqué pour Kessié de revenir. J'arrive pas à situer trop l'occasion. Le premier but, c'est on a une occasion de Lewandowski, contre-attaque, Marcos Alonso qui devrait faire faute normalement sur Vinicius, je crois que c'est Vinicius, et qui ne fait pas faute. Il essaie plus ou moins de prendre le ballon, il se fait, voilà, il tombe par terre comme une, voilà. Et t'as les 3 joueurs du Real qui partent en contre-attaque, et ils sont 3 contre 2. Et Koundé est tellement mal placé, Koundé fait n'importe quoi en fait. Le Koundé a fait un match tellement catastrophique, franchement c'est chaud. C'est peut-être le pire match, son pire match sur le Barça. Après, on parle beaucoup de Lewandowski dans les grands matchs où il a été absent. Koundé pour le moment, dans les gros matchs, c'est un peu pareil. Mais on n'entend pas trop parler bizarrement. Mais Koundé dans les gros matchs, c'est pas fou. C'est quand même pas fou pour le moment. Alors Koundé, moi je retourne pas ma veste. Je sais très bien que c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a du potentiel aussi. Il a que 23 ans, donc c'est encore assez jeune. C'est-à-dire quand on regarde l'âge des défenseurs, Araujo, Koundé, ils ont 23. À moins que Araujo il ait 24, mais je crois qu'il a 23 aussi. Christensen il a 26. C'est des jeunes défenseurs encore. Christensen a un peu plus d'expérience, mais les deux autres sont très jeunes, sont très jeunes. Donc Koundé, voilà, je dis pas que il est à jeter, il faut le vendre tout ça. Mais voilà, moi ça me fait rire un peu la hype qu'il y avait sur Koundé. Mettez en défense Koundé, Araujo, les gars. Il n'y a pas mieux que Araujo et Christensen de base. Après, Koundé, c'est un excellent joueur, comme je l'ai dit. Mais peut-être qu'il enchaîne trop, peut-être qu'il joue trop, tout ça. Qu'il devrait plus souffler aussi de temps en temps. Après, pour répondre à ta question sur Kessié, Trottine, ça, sur le premier but, je sais pas, ça me paraît pas évident. Mais c'est sûr que Kessié, moi voilà, j'en parlais quand on me disait qu'il faut mettre un joueur comme Kessié. Vous savez, le fameux débat, on s'en souvient, moi ça me fait marrer maintenant. On n'entend plus trop ce débat, mais le débat, faut mettre Kessié et pas Gavi en début de saison, tu vois. Pourquoi il met encore Gavi il faut mettre Kessié pour l'intensité. Kessié, c'est le physique. Il est très costaud. Je dis pas que c'est uniquement ces qualités-là, mais Kessié est très costaud, très physique. Ok, plus Gavi. Mais l'intensité dans un match, les gars, c'est le mot à la mode de toute façon. Kessié, il n'y a pas forcément beaucoup d'intensité dans le jeu de Kessié. Kessié, il est pas très rapide, il est pas très, tu vois, il va pas cavaler dans tous les sens. Gavi met beaucoup d'intensité. Kessié, non, il est assez lent dans ses mouvements. Il est souvent en mouvement. Il est jamais trop en train de marcher, tu vois, forcément. Mais il est pas, il est pas très vif quand même Kessié, on peut pas dire ça quoi. Donc oui, souvent tu le vois quand même trottiner dans les matchs, mais c'est pas forcément nouveau. Ensuite on a Derka qui dit, tu penses qu'on peut utiliser une partie des 1,5 milliards que le club recevra pour des transferts? Non, je sais pas si c'est une question pour rigoler ou pas, mais non, tu peux pas utiliser ça, c'est des fonds exprès pour les travaux, mais t'as pas le droit de l'utiliser pour le transfert. Non. Ensuite on a Arthur qui dit, retour à la case départ encore une fois avec un Barça à 2 visages et un mental défaillant. Ça c'est pas vraiment retour à la case départ, c'est la réalité dans laquelle on est. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les derniers résultats qu'on a eu, tout ça, le fait qu'on enchaîne beaucoup, qu'on soit premier en Liga, c'est un peu de la poudre aux yeux dans le sens où, comme je l'ai dit, on a une très bonne équipe quand ils sont là, quoi. Quand ils sont pas là, évidemment, on n'a pas de banc, on n'a rien. Donc c'est compliqué, mais évidemment que les cicatrices, elles sont encore là, j'ai envie de dire, parce qu'on le voit très bien. Je l'ai dit, ce match-là du Classico, il fait penser au match contre Francfort, contre l'Inter, contre le Bayern. C'est-à-dire que c'est un match où on essaye, on se donne à fond, on n'arrive pas, parce que devant, il n'y a personne pour tuer les matchs, il n'y a personne pour être létal, il n'y a personne pour être très efficace. C'est la réalité. Ça, je veux dire, on est bon là-dessus. Et une fois que t'as pas ça, et qu'en plus de ça, bon, il te manque les joueurs, parce que les gars, si on avait eu Frenkie, je sais que je reviens beaucoup au manque de joueurs, mais si t'as Frenkie et Pedri sur le terrain, rien que ça, sans même parler de Dembélé, rien que Frenkie déjà, ça aurait fait quand même beaucoup de bien.
au milieu de terrain. Parce que le problème de Busquets, c'est que sans Frenkie, c'est pas la même non plus, quoi. Évidemment. Donc quand t'as tes joueurs qui sont titulaires comme ça, qui manquent, et que t'as tes remplaçants qui sont sur le terrain, bah voilà, tu y arrives moins. Disons que t'as moins de qualité sur le terrain pour aller mener au match, gagner un match, voilà, tout simplement. Ça c'est assez logique. Donc t'arrives pas à gagner, t'arrives pas à mener alors que tu domines totalement le match. T'arrives et tu te fais punir derrière. Juste avant la mi-temps, tac, tu prends un petit but. Ça c'est ça fait mal. Ça fait mal au moral. On l'a vu dans le dernier Classico d'avant. On prend un but dès le début, on réagit direct, on continue à pousser et on marque juste avant la mi-temps. Le but est égalisateur de Sergio Roberto. Là, mentalement déjà, ça te met dans de bonnes conditions. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. Tu pousses, t'essaies d'aller tuer le match le plus rapidement possible pour essayer de les taper psychologiquement et finalement tu te fais punir et c'est toi qui es tapé psychologiquement. Et donc là, t'as l'équipe qui retourne dans ses travers, qui quand tout ne se passe pas bien, on va dire, eh ben finalement ça lâche et t'as l'équipe, elle a totalement lâché. Pourquoi l'équipe elle a commencé à jouer comme si c'était fini, comme si on était éliminé. Tu vois, on a pris un seul but, on était à égalité à la mi-temps. Rien n'était joué, on aurait pu marquer un but par exemple, tenir le match nul 1-1, tu vois. Je dis pas que c'est bien de tenir un match nul, de poser le bus, mais tu tiens le match nul, t'es qualifié, on n'en parle plus. Mais non, on a commencé à paniquer, à vouloir attaquer comme si on perdait 5-0, frère. Et voilà, c'est compliqué quand tu attaques, tu joues n'importe comment, tu vas tout en attaque, il y avait rien, il y avait pas de bloc, il y avait rien, ils partaient en contre-attaque les gars, ils auraient pu en mettre 5 ou 6 en deuxième mi-temps, c'est chaud, il y avait personne en défense. Donc évidemment, on peut tomber sur Koundé, sur Marcos Alonso, sur les défenseurs qui ont été catastrophiques, mais en soi, quand t'as des contre-attaques face à des Rodrigo, des Benzema, des Vinicius qui vont quand même assez vite en contre-attaque, et qu'en face, généralement t'es 3 contre 3, 2 contre 3, bah que veux-tu faire? C'est difficile, hein. C'est difficile aussi d'un côté de bien défendre en 1 contre 1. T'es censé être en supériorité numérique quand tu défends. T'es pas censé jouer des 1 contre 1 contre des mecs qui, c'est leur spécialité. Les forces du Real Madrid, c'est ça. Ils ont gagné avec leur force, c'est-à-dire avec les contre-attaques, le fait qu'ils soient des tueurs. En fait, le Real Madrid, collectivement, ils sont assez bons, on va pas dire qu'ils sont mauvais, mais leur plus grande force, c'est leur individualité. Le fait qu'ils arrivent à te tuer des matchs avec 1 ou 2 joueurs, tu vois. C'est-à-dire Vinicius ou Benzema. C'est comme ça qu'ils gagnent leur match depuis le début de la saison, depuis déjà très longtemps, mais c'est comme ça qu'ils gagnent leur match. Ça repose beaucoup sur les individualités. Donc quand tu anéantis ces individualités, il y a plus grand-chose derrière. Si Araujo, il est sur Vinicius et il le fume, il y a plus grand-chose derrière. Là, pour une fois, Ancelotti, il a bien joué le coup. C'est ce que je disais dans l'avant-match. Ça me paraîtrait étonnant qu'Ancelotti fasse toujours la même chose, sachant qu'il perd à chaque fois. Non, le truc, c'est qu'il a mis Rodrigo cette fois-ci et ça t'a apporté un troisième danger. Et que si tu veux tenir Vinicius, si tu veux tenir Benzema, t'as Rodrigo derrière, un excellent joueur aussi. Un joueur technique, rapide, tout ça, qui peut te faire mal aussi. Et ça a marché. Nous, notre problème, c'est qu'évidemment, quand on peut pas compter sur nos joueurs déjà de base, parce que dans les grands rendez-vous, ils sont pas là. Enfin, dans les grands rendez-vous, je veux dire, ils sont blessés carrément, ou alors ils sont absents. Hein. C'est-à-dire des mecs comme Rafinha, comme Lewandowski, qui sont censés, c'est eux, on va dire en attaque, qui sont censés porter l'équipe, faire des différences. Ils le font pas dans les gros matchs, c'est tout. Et puis après derrière, voilà, ça a pas tenu malheureusement. Après cette défaite, elle est assez collective aussi. Collectivement, on a très mal joué, on a très mal défendu, on n'a pas su calmer le jeu, jouer intelligemment, tout ça. Donc c'est compliqué, mais c'est la dure réalité, elle est là, c'est que on n'est pas encore prêt visiblement pour les gros matchs. On est prêt, si t'as l'équipe qui est au top, t'as tous tes joueurs disponibles, on peut faire la différence, mais les gros matchs, les gars, il n'y en a pas qu'un dans la saison, c'est ça le problème. Ensuite, on a Maxime qui dit honte ou prévisible. Bah c'est un peu les deux, hein. Je vais pas me répéter trop sur ce que j'ai dit d'avant, mais évidemment c'est assez honteux de... Moi, ce que je trouve honteux, c'est le comportement des joueurs, ce qu'ils ont montré sur le terrain en fait. Une fois qu'ils ont pris un but, ils ont totalement lâché psychologiquement, surtout le deuxième, il a fait trop mal. Le deuxième, c'est fini, genre. On dirait qu'on perdait 5-0, ça a essayé d'attaquer n'importe comment, c'était un comportement sur le terrain, une mentalité quand même de débutant, quoi. Donc ça, c'est pas normal, évidemment, il y a personne pour remettre les idées en place de personne. T'as pas vraiment de leader, vraiment, on dirait, c'est fou, alors que t'en as quand même. T'as même Araujo, je veux dire, c'est un leader sur le terrain. C'est un mec qui va ouvrir sa tronche, qui va parler, qui va dire, les gars... Stay focus, on se concentre, on reste concentré dans le match, tu vois, il va encourager les mecs. T'en as des mecs comme ça, t'as Lewandowski qui fait ça aussi. Busquets même si il porte pas autant sa voix, il est quand même, il parle à tous les joueurs. Je sais pas, ça manque de caractère dans cette équipe, évidemment, ça, on le sait un petit peu. C'est toujours un peu les mêmes problèmes. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, évidemment. Mais après, ça veut changer toute l'équipe. On fait partir Jordi Alba,
Le mec, il y en a même qui ont... Quand je vois ça, ça me fait rire, parce que voilà, mais même si je suis d'accord avec l'argument, mais genre, c'est trop cette défaite, il faut faire partir Jordi Alba, machin, ça met Jordi Alba alors qu'il a même pas joué, le gars. Mais c'est toujours pareil, en fait, c'est le discours facile, ça. En gros, il faut faire partir tous les Espagnols de l'équipe, parce que c'est eux le problème. Mais je suis pas sûr, je suis pas sûr que vraiment le problème... Alors oui, vous allez me dire Busquets, machin, mais c'est pas forcément un problème de mentalité. Je veux dire, là, quand on voit sur le terrain ce qu'on a comme joueur, bon, c'est pas non plus les joueurs les plus excellents qu'on peut avoir, donc d'un côté, voilà. Donc si c'était un peu prévisible aussi cette défaite, ça peut être un peu prévisible, même si franchement, moi je m'y attendais pas, je vous avoue. Je m'attendais à un match nul en vrai. Voilà, j'aime pas donner de pronos avant les matchs et tout ça, pour pas, voilà. J'aime pas trop ça. C'est comme quand dans l'avant-match, il y a la frite qui a dit on va gagner 1-4. Je t'oublie pas la frite. Il a dit on va gagner 1-4 les gars. Je lui ai dit mais on est à domicile donc 1-4, normalement c'est 4-1, ça veut dire qu'on va perdre 1-4. Et quand tu regardes le score cumulé de l'équipe des deux matchs en haut, le truc ça fait 1-4 frère. Donc ça frère, tu vois ce genre de truc. Et après on me dit ouais t'es superstitieux, ouais non c'est n'importe quoi. Tu vois frère. La frite, on va tomber dessus. Allez tous tomber sur la frite. Non, je plaisante. C'est le frérot. Lui tombez pas dessus. Lui tombez dessus pour rigoler, à la limite. Ensuite, on a Liam qui dit aucune envie, dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé, tonton? Aucune envie? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'en première mi-temps, on a mis beaucoup d'envie. Je pense que les consignes peut-être de Xavi, c'était les gars, il faut absolument essayer de les tuer en première mi-temps très rapidement pour leur mettre un coup derrière la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, et psychologiquement les abattre, j'ai envie de dire. Parce que tu mets un but comme ça, t'es à domicile. Ça te met un coup derrière la tête, tu les assommes un peu, ils ont 2 buts à rattraper, il va falloir qu'ils gagnent 2-1, tu vois. Et quand tu perds 1-0, gagner 2-1, c'est beaucoup plus difficile, forcément que quand il y a 0-0, tout est joué et tu peux, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est logique. Donc en première mi-temps, on a poussé, on a tout donné, j'ai l'impression, en première mi-temps. Et en deuxième, c'était plié. En deuxième, il y avait plus rien. Il y avait plus de physique, il y avait plus de mental, il y avait plus rien. On s'est fait, on a été dépassé, oui. Ça c'est sûr. Dépassé, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, peut-être qu'on a tout donné en première mi-temps, que les joueurs mentalement ils ont flanché. J'ai pas regardé trop ce qu'ils ont dit les joueurs, les interviews d'après match, mais j'ai entendu dire que Roberto il avait dit après le premier but, psychologiquement ça nous a tapé. Il a raison. Il a raison. Après, le problème, c'est de le dire. Psychologiquement, les gars, c'est normal, c'est humain, en fait. Il y en a qui disent, ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas normal. C'est totalement normal, frère. C'est comme si je te mets une grande gifle dans la tronche, comme ça. Tu viens me parler, tu me dis, ah, ça va, frérot, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et je te mets une tarte dans la tronche. Tu vas te sentir comment? Je vais dire, mais frère, attends, pas normal que t'aies le seum. Attends, sois content de me voir. Bon, l'exemple est bidon, mais tu m'as compris. C'est normal psychologiquement que ça te tape le moral. T'essayes pendant toute la première mi-temps, tu domines tout ça, et tu te manges un but juste avant la mi-temps. Forcément que ça tape psychologiquement. Maintenant, le truc qu'il faut voir, c'est la réaction derrière. Forcément. Psychologiquement, c'est assez humain que ça te touche comme ça, après tous les efforts que tu fais, tout ça. Mais après, tu dois avoir la réaction, la mentalité pour dire, bon, maintenant, on va y aller, on va leur rentrer dedans, on va aller gagner ce match, tu vois. Faut pas rentrer sur le terrain en tremblant et non, avoir les fesses qui font bravo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut avoir comme mentalité, évidemment. Mais que psychologiquement, ça te touche, c'est normal. Et le problème, c'est qu'ils ont pas su réagir, tout simplement. Je pense que c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Je vois que ça. Je comprends pas comment tu peux jouer une première mi-temps aussi bonne, on va dire, et la deuxième mi-temps aussi catastrophique. C'est qu'en première mi-temps, t'es bien, tu pousses et tu te fais punir derrière, et moralement, ça te tabasse un peu. Et si t'arrives pas à réagir derrière, tu te fais punir et tu te fais humilier, quoi. Ensuite, on a Tom qui dit pourquoi ne pas avoir tout misé sur le côté de Carvajal, c'est leur gros point faible. Bah, je sais, mais en vrai, quand tu regardes la première mi-temps, même peut-être la deuxième, je m'en souviens plus très bien. J'ai pas revu le match, j'ai pas envie, je vous avoue, de m'affliger ça. Mais quand tu regardes le match, tu vois qu'on est beaucoup passé par Baldé quand même, cette fois-ci. Parce que dans les derniers matchs, Baldé, souvent il est haut, souvent il fait les appels, et souvent il est seul, mais il n'est pas souvent servi, tu vois, pas assez. Là quand même, Baldé, il a été beaucoup servi. Baldé, il a fait un excellent match d'ailleurs. Peut-être le meilleur sur le terrain, quand on regarde tout le match. Et j'en ai pas parlé dans mon débrief parce que j'étais trop... j'avais la tête ailleurs. J'avais pas la tête à récompenser Baldé, on va dire, à féliciter Baldé. Et Baldé a été monstrueux. Baldé, c'est peut-être un des... Non, je vais pas dire que c'est le meilleur joueur de la saison, mais franchement, il fait partie des meilleurs joueurs de la saison. Il a totalement explosé cette année et le futur est garanti, j'ai envie de dire. Le futur est garanti avec Baldé. Maintenant, on va falloir le prolonger quand même. Je pense que le club est en train de travailler dessus, mais Baldé a été monstrueux. Donc, on a quand même beaucoup joué du côté de Baldé, beaucoup joué du côté de Carvajal, c'est juste qu'on n'a pas réussi à tuer les actions. Parce que si sur les centres de Baldé, à chaque fois, ou un coup sur deux, t'as des excellents centres et enfin
des excellents centres. Il y avait des bons centres, mais à la retombée, t'as des mecs qui en font quelque chose. Là, c'est différent, tu vois. C'est totalement différent. Et le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire des différences, tu vois. Baldé, il a fait un excellent match, tu vois. Même sa frappe et tout, à un moment, bon, après, c'est trop sur le gardien, mais il a tenté pas mal de choses. On a beaucoup attaqué du côté de Carvajal, c'est juste qu'on n'a pas réussi à faire les différences, tout simplement. Ensuite, on a Greg qui dit Koundé ne veut plus jouer à droite, mais pour moi, dans l'axe, il est clairement derrière Christensen. Oui, c'est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, mes deux meilleurs défenseurs de cette saison, de toute façon, c'est Araujo et Christensen. Après, Koundé c'est un très bon joueur, voilà, mais voilà, après, si on veut mettre dans la hiérarchie des mecs dans l'axe, évidemment, Koundé, il est troisième. Mais moi, je comprends pas le problème, en fait, pour Koundé, c'est que de toute façon, on joue avec 3 défenseurs, en fait. On joue dans une défense à 3. Après, si t'es pas à l'aise dans une défense à 3, bah, je peux le comprendre, peut-être. Peut-être que c'est un mauvais choix de prendre Koundé, mais en vrai, je pense pas, tu vois. Moi, enfin, de base, moi, mon premier choix, après, je dis pas ça pour retourner ma veste en mode, voilà, je vous l'avais dit, parce que je crois en Koundé au Barça, je pense qu'il peut réussir. Moi, mon premier choix, c'était Lisandro Martinez, évidemment, le choix du cœur. Mais je pense que Koundé, il peut très bien jouer, je pense qu'il a déjà joué dans une défense à 3 en plus, donc je vois pas pourquoi il est autant mal à l'aise dans cette défense. Je pense qu'il a fait des très bons matchs de toute façon cette saison, et moi, je pense qu'il a trop enchaîné, il est en sur-régime, il est trop cramé, voilà, c'est clairement. Mais après, il y a Christensen, vous voyez, il a l'habitude de jouer dans une défense à 3 et ça lui pose moins de problèmes. Mais regardez Christensen, il est excellent. Et les fois où il est pas excellent, c'est qu'il est blessé. Christensen, il est très bon et excellent cette saison, mais le problème, c'est qu'il a été quand même pas mal blessé aussi. Les moments cruciaux, on avait besoin des joueurs, il fait partie de ces joueurs-là qui étaient blessés. Koundé, il est pas blessé. Enfin, il a été blessé, mais là, il est pas blessé dans les moments comme ça, peut-être. Mais le problème, c'est que vu qu'il est un peu cramé, vu qu'il joue beaucoup, bah, il est pas au top, on va dire, et assez performant. Ensuite, on a Tony qui dit, doit-on douter de Kessié? Je sais pas trop par rapport à quoi tu dis ça, frérot, mais après Kessié, il a fait une excellente première mi-temps, comme je l'ai dit dans mon débrief, comme je l'ai dit là tout à l'heure. Kessié a sûrement fait un de ses plus beaux matchs. Pour moi, c'était un peu une erreur d'ailleurs de le faire sortir. Je sais pas s'il est sorti, il y avait déjà Roberto qui avait son carton jaune, mais par exemple, voilà. Après, je comprends à peu près pourquoi Xavi il a laissé Roberto et pas Kessié, parce qu'on est passé dans un milieu à 3 et que dans un milieu à 3, peut-être que Roberto est plus à l'aise que Kessié. Enfin, on parle des pertes de balles et tout ça, hein, je parle de l'utilisation du ballon, mais en soi, Kessié était dans un match excellent. Après, la deuxième mi-temps était plus compliquée pour tout le monde, mais de toute façon, on va pas tomber sur Kessié parce que la deuxième mi-temps, il était mauvais, il a offert un penalty. C'est sûr que offrir un penalty au Real, là, ce qu'il a fait, c'est quand même une erreur de débutant, je veux dire. C'est quand même étonnant de voir une faute aussi, enfin, genre tu te fais piéger comme un bleu là. Le Vinicius, il repart vers l'extérieur de la surface et tu vas essayer de prendre le ballon et tu sais très bien que c'est très dangereux de faire ça, de mettre ton pied comme ça. Faut vraiment maîtriser le geste, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Kessié, pas forcément un milieu défensif non plus, tu vois. Mais bon, est-ce qu'on doit douter de Kessié? Je sais pas. Je sais pas par rapport à quoi tu dis ça, c'est assez flou. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai déjà donné mon avis 50 fois sur Kessié, mais après, sur ce match-là, on peut pas lui tomber dessus, je pense. Même si forcément, il offre un penalty, mais c'est pas parce qu'il offre un penalty, c'est pas de la faute de Kessié si on perd ce match-là, tu vois, pas du tout. Il peut faire des bons matchs, mais ça reste un joueur de rotation, voilà, tout simplement. Moi, je pense que avec l'équipe au top, on va dire, avec tous les joueurs disponibles, Kessié, il est pas titulaire. Et comme en remplaçant, Kessié, il peut t'apporter des choses, mais c'est sûr que par exemple, si tu perds 2-0 dans un match comme ça, et que tu fais rentrer Kessié, c'est pour moi, hein, c'est pas Kessié qui va c'est pas ce profil-là qui va t'aider à revenir au score, tu vois. Après, ça veut rien dire. Si tu fais rentrer beaucoup d'attaquants, tu mets un mec comme Kessié qui va essayer d'avoir un peu de volume de jeu, physiquement, qui va apporter un peu plus de physique, un peu plus de muscle dans l'entrejeu, tu vois. Voilà, là, c'est une solution, tu vois. Il faut équilibrer un peu, tu vois. Si tu fais rentrer plus d'attaquants, tu mets Kessié au milieu, je sais pas, tu vois. Mais voilà, c'est un joueur de rotation pour moi, Kessié. On va prendre les 2 dernières questions quand même, parce que ça commence à faire pas mal comme vidéo, comme longueur. Question de Célène Tanoa qui dit: le système de jeu avec Gavi en faux ailier a-t-il montré ses limites? Je sais pas. Le problème, c'est d'utiliser toujours ce truc-là sans les milieux, en fait. C'est ça le problème. Parce que ce système-là, avec Gavi en faux ailier, Baldé qui prend le couloir, et ton milieu à 4, il marche. On a vu que ça marchait très bien par moment. Enfin, le peu de fois où on a vu tous les joueurs jouer ensemble, ça marchait très bien. Mais c'est avec des profils, avec des joueurs plutôt bien spécifiques. T'as un double pivot Busquets, Frenkie. T'as des milieux relayeurs qui sont plus hauts, milieu offensif, on va dire. Pedri, Gavi. T'as un ailier comme Dembélé qui apporte de la percussion vraiment à droite, avec derrière un défenseur qui reste plus bas et pour défendre, tu vois, t'as Koundé ou Araujo qui est en défenseur derrière Dembélé. Dembélé, il peut essayer de revenir quand même, mais derrière, t'as quand même un défenseur. Et le côté Baldé,
c'est un latéral, un piston, plus utilisé comme piston, qui va t'apporter du soutien offensivement, mais tu vas pas jouer tout sur Baldé non plus. Tu joues tout généralement sur Dembélé. En gros, généralement, dans le jeu de position, le but c'est d'amener l'équipe adverse d'un côté, par un jeu de passe, tout ça, d'attirer tout le bloc sur le côté et de renverser le jeu pour trouver les failles chez l'adversaire, tu vois. T'as tout le bloc adverse qui vient sur le côté gauche, tu vas renverser le jeu sur le côté droit, le bloc va se désorganiser, va s'écarter aussi. T'as le bloc à gauche et d'un coup côté droit t'as le bloc de ce côté-là qui va s'écarter, ça va écarter l'équipe, ça va mettre des brèches dans le milieu de terrain, tu vois le délire. Ça va apporter un peu de chaos à l'équipe adverse, tu vois. Ça va si t'attaques de face tout le temps pareil du même côté, les mecs ils vont rester en bloc et ça va être plié. Mais si tu les envoies de gauche à droite, c'est un peu comme au tennis, tu vois. Gauche droite, les mecs ils doivent courir à droite, courir à gauche, mais au bout d'un moment ils se fatiguent et au bout d'un moment tu trouves la faille en fait. C'est ça le but du jeu de position, il me semble quand même. Donc là t'as un côté avec Dembélé qui t'apporte de la vitesse et de la déstabilisation. Donc en gros, tu te concentres un peu sur la gauche, tu concentres tout le bloc à gauche et tu renverses sur Dembélé qui va t'apporter de la vitesse. Les joueurs vont devoir, les défenses adverses vont devoir vite revenir sur Dembélé, ça va désorganiser tout ça. Baldé, de son côté, ça t'apporte un truc en plus sur la vitesse parce que si jamais tu le fais de côté droit et tu renverses côté gauche, t'as Baldé. Mais d'un autre côté, Baldé, il a vraiment ce rôle de piston, ou dans le sens où il apporte juste du soutien offensivement, mais tu joues pas tout sur lui parce que c'est pas l'attaquant. Tu vois, c'est pas sur lui que t'es censé jouer, c'est sur Dembélé, c'est du côté droit. Tu vois. Donc Baldé, il apporte quand il faut apporter, mais sinon, il reste en couverture. Au cas où, si pour les contre-attaques, Baldé, il a de la vitesse, il revient aider la défense, tu vois. C'est ça un peu le truc. Là, le problème, c'est que Rafinha, il est pas du tout comme Dembélé. Il n'apporte pas de danger, il n'apporte pas de vitesse, il n'apporte pas grand chose, il apporte des passes, voilà, c'est déjà peut-être pas mal, mais en tout cas il apporte pas ce que Dembélé apporte. Donc en fait sur le côté droit t'as plus de percussion et tu dois jouer tout sur le côté gauche, tout sur Baldé. Et le problème c'est que voilà, c'est pas aussi efficace déjà de base. Et en plus de ça, quand t'as un milieu à 4, c'est pour maîtriser le jeu avec un double pivot, Frenkie, Busquets. Busquets sans Frenkie, c'est très compliqué. Busquets, on sait ce qu'il peut apporter, mais sans Frenkie, il est beaucoup plus, il est plus aussi couvert, on va dire, qu'avec le volume de jeu de Frenkie qui est quand même monumental. On voit bien quand même en l'absence de Frenkie que c'est pas pareil. Hein. De toute façon, Roberto évidemment ne peut pas remplacer Frenkie. Et quand t'as ton milieu créateur qui est soit Roberto selon les matchs, soit Kessié à la place de Pedri, excusez-moi, mais on voit aussi bien la différence. Donc forcément, ce système-là fonctionne avec les titulaires. Sans les titulaires, c'est différent quand on doit attaquer. Ce jeu-là, ce système-là, il est fait pour avoir beaucoup de maîtrise au milieu, t'apporter de la supériorité au milieu en fait pour essayer de désorganiser l'équipe et ça te permet de jouer ton jeu de position plus simplement, j'ai envie de dire plus facilement, parce que t'as toujours un mec qui est là pour apporter des solutions. Le problème, c'est que Gavi en faux ailier, tu vois, je préférerais à la limite qu'il joue au milieu, tu vois, qu'il apporte un peu plus par ses courses et qu'en attaque, on est un attaquant. Le problème là-dedans, les amis, c'est que quand on joue en 4-3-3, il nous faut un ailier gauche et que les ailiers gauche qu'on a là, c'est Ansu Fati et potentiellement, on va dire, Ferran Torres. Même s'il est mieux à droite. Donc on n'a pas d'ailier gauche en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que Xavi, à mon avis, il garde ce système aussi en 3-4-3 avec Gavi en faux ailier. C'est que les ailiers gauche n'apportent n'apporte quasiment rien en fait. Tu peux pas compter sur ça parce que c'est comme si t'en avais pas d'ailier gauche. C'est des mecs de rotation que t'as. Tu peux pas les mettre titulaires, tu vois. Tu peux les mettre dans les petits matchs, mais dans les gros matchs comme ça, c'est pas le cas. Donc c'est un dilemme, mais voilà, le problème c'est que ce système-là ne marche pas quand t'as pas tous tes joueurs. Dernière question de Bonagods Beats qui dit: est-ce que cette défaite change en partie le bilan à venir de la saison? Forcément que ça change un peu le bilan. L'objectif était assez clair en début de saison. Pour moi, après le problème c'est que c'est toujours pareil. Il y a l'objectif du club, il y a le réel objectif du club, l'objectif que le club, on va dire, a l'impression de donner, on va dire. Par exemple, ils vont dire cette saison on joue toutes les compétitions, on va essayer de gagner toutes les compétitions, c'est logique. Donc toi tu te dis on va essayer de faire le triplé, des champions, Coupe d'Espagne, Liga, tu vois. Forcément, le club il va pas dire bah les gars on va essayer de jouer, mais bon c'est quand même pas sûr qu'on gagne. Hein. Ils vont pas dire ça. L'objectif c'est tu joues tout pour gagner, c'est pas pour participer. On n'est pas des gamins non plus. Donc tu te dois de tout gagner. Nous, supporters, on attend quand même beaucoup, on a des objectifs très élevés parce qu'on en a marre aussi. Évidemment, ça fait des années qu'on n'a rien gagné, quelques années qu'on se fait ridiculiser en Europe, donc forcément il y en a beaucoup qui attendent, qui jouent, qui misent tout sur la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent aussi la saison elle est totalement ratée parce qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, parce qu'on s'est fait éliminer, on s'est fait sortir des poules. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que après voilà, faut prendre le contexte, faut prendre la situation et voilà, faut pas prendre les dernières années, les dernières humiliations, la Roma, le Liverpool, tout ça pour se justifier, pour dire pour cette saison là, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est d'autres saisons, c'était avant, voilà. Maintenant c'est autre chose.
Voilà, chaque saison est différente. Tu vas pas faire un bilan de cette saison-là par rapport aux 5 dernières années en Ligue des Champions. Non, ça serait un peu bizarre. Donc l'objectif des supporters, la plupart, c'était d'aller le plus loin en Ligue des Champions, de gagner la Ligue des Champions. Avec l'effectif qu'on a, on est obligé de gagner la Ligue des Champions? Non, visiblement non. Donc le bilan, il va changer forcément. Le bilan n'est pas aussi positif qu'il aurait pu l'être. De base, moi, mon objectif premier, c'était déjà la Liga. Voilà, après, moi, il faudra que je revoie mes objectifs de... J'avais fait, je crois, une vidéo où j'avais donné mes objectifs cette saison. Mon objectif, c'était évidemment d'aller chercher la Liga en premier. C'était l'objectif numéro 1 pour moi. Et pour moi, c'était celui du club aussi. Je pense, l'objectif numéro 1, c'est d'aller chercher la Liga. Si on va le chercher, l'objectif est atteint, on va dire. C'est un objectif peut-être petit, c'est pas d'aller chercher je sais pas combien de trophées, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est d'abord aller chercher la Liga, puis après on voit. On a la Super Coupe, bon voilà, c'est un trophée un peu de consolation, on va dire, parce que c'est pas non plus un trophée majeur. La Copa, c'est un échec, évidemment. Après, ça reste une élimination contre le Real Madrid, c'est pas non plus une élimination contre Levante, contre Osasuna, contre l'Athletic Bilbao, tu vois. Osasuna, ils sont en finale, mais bon, contre Bilbao, contre Valence, tu vois, c'est pas une élimination comme ça non plus, mais ça reste une élimination et du coup c'est un échec tout simplement. On peut pas être content, on peut pas être satisfait. On était à un match d'aller en finale et de potentiellement gagner, parce que en finale c'est Osasuna, c'est pas non plus, tu vois, une équipe, même si c'est magnifique à eux. J'espère qu'Abdé éliminera gagnera la coupe. Abdé, s'il te plaît frérot, fais-le pour nous. Mais forcément voilà, le bilan il va être différent sans cette coupe. Ça fait, on verra, rien n'est joué encore, rien n'est fini. Je vais pas vous dire le bilan il est assez positif parce qu'il y a la Liga elle est pas encore gagnée. On verra en fin de saison, on fera le bilan de toute façon de la saison complète. Mais ce qu'on pourra voir, c'est que à chaque moment clé de la saison, chaque moment où on avait besoin des joueurs pour aller plus loin dans les compétitions, eh ben ces joueurs-là, on les avait pas quoi. Donc c'est un problème de mentalité aussi pour certains joueurs. C'est un problème de niveau de certains joueurs titulaires, d'un niveau footballistique ou physique aussi. Mais c'est un niveau aussi du banc qu'on n'a pas. C'est un niveau aussi de Xavi, parce que Xavi n'est pas exemple de tout reproche. Je veux dire, Xavi, il a fait peut-être sûrement des mauvais choix dans la saison. Pour ce match-là, là, comme ça, je peux pas vous dire exactement. Voilà, on peut toujours dire c'est un mauvais choix d'avoir mis Marcos Alonso alors qu'il faisait des bons matchs avant, tu vois. C'est un mauvais choix peut-être pour moi d'avoir sorti Kessié, de pas avoir fait des changements assez tôt peut-être aussi, pas essayer d'aller chercher une réaction de la part des joueurs. Mais bon, voilà, il y a eu des problèmes de coaching aussi de Xavi dans la saison. Forcément, Xavi tout n'est pas parfait de ce côté-là non plus. Mais voilà, c'est une addition de plein de choses, évidemment. Mais c'est pour moi le truc quand même principal, c'est que tu manques de tes joueurs phares, de tes joueurs décisifs, tes joueurs titulaires dans les moments clés. Ben tu payes cash direct en fait. Et on le voit bien de toute façon, c'est la principale raison pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait tour les amis, j'ai tourné là, ça fait 55 minutes que je tourne, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. On se retrouve sûrement demain pour l'avant-match contre Girone. Et puis voilà, hein, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. J'espère que vous allez mieux depuis cette défaite. Ciao.